Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 115. Je ne dis pas salut Swan cette semaine car Swan est absent. Il nous a fait faux bond, donc je vais me débrouiller tout seul. Et puis on le retrouvera la semaine prochaine, enfin j'espère. Pas mal de nouveautés cette semaine, encore une fois, du gros jeu, du jeu intéressant, et du drama. Vous allez voir, on va parler d'un drama qui s'est déroulé cette semaine sur YouTube dans notre petit monde du jeu de société. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes aiguisé. Pour les autres, on découvrira ça un peu plus tard dans l'émission, dans les nouveautés, on va glisser ça. Pour l'instant, on va faire le début du top 10. Alors en 10e position on a déjà une entrée, c'est The Last Spell, The Board Game. On est à 200 000 € et 1669 contributeurs. Il vient d'arriver ce jeu, hein. Il est arrivé vraiment mercredi je crois. Alors The Last Spell, c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Encore, il y a beaucoup de jeux vidéo en ce moment sur les plateformes de financement participatif, enfin des adaptations de jeux vidéo. Alors il y en a toujours eu, hein. C'est vraiment très fréquent. Il se trouve que en ce moment il y en a des gros qui se retrouvent, mais c'est pas vraiment une nouveauté à vrai dire, hein. Le jeu vidéo, il y a toujours eu des passerelles avec le jeu de société pour des raisons évidentes de compatibilité ludique. Après, est-ce que c'est toujours une évidence en termes d'adaptation? C'est peut-être un faux ami, hein, parce que déjà le jeu vidéo je trouve est un faux ami du cinéma, hein. Il y a eu beaucoup d'adaptations de jeux vidéo au cinéma, il y en a très peu qui sont réussis. Alors est-ce que c'est parce que les gens qui font les films ne sont pas vraiment adeptes du jeu vidéo, ils font ça n'importe comment, ou est-ce que le jeu vidéo n'est pas si adaptable que ça au cinéma? On ne sait pas. En tout cas, dans le jeu de plateau, ça marche mieux, mais c'est quand même délicat. Tout ne se prête pas à ça, surtout que, et Swan le dit souvent, hein, je reprends ces mots, que finalement, pourquoi s'embêter à installer tout un plateau sur une table alors qu'il suffit d'allumer sa console pour jouer au même jeu? Ça reste la même question. Après, les plaisirs sont différents, évidemment. Bon, pour revenir à The Last Spell, donc c'est un jeu vidéo français à la base, qui avait été lancé en 2021. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un roguelite. Moi, je découvre tous ces mots, parce que je suis plus du tout dans le jeu vidéo depuis pas mal de temps. Donc c'est un roguelite, un petit peu comme Dead Cell, qu'on va voir un peu plus tard dans le classement. Dans The Last Spell, vous allez défendre un village contre des hordes d'attaques, des vagues d'attaques. C'est plutôt des morts vivants, je crois, ou des monstres. Ça rappelle beaucoup le dernier zombicide, hein, White Death, qui était sur le même principe. Alors est-ce qu'il y a eu de l'espionnage industriel? Est-ce que Communor Note a coupé l'herbe sous le pied de The Last Spell? J'en sais rien. Je connais pas l'arrière-cuisine, ou est-ce que c'est juste une coïncidence? Le fait est que on est quand même sur des jeux un peu semblables en termes de concept. Je dis bien en termes de concept, parce que le gameplay n'est pas le même. Alors j'ai regardé un petit peu comment se jouait le jeu vidéo. Il semble que ça soit très semblable au niveau mécanique que le jeu de plateau. Vous avez des cartes avec les mouvements possibles à chaque tour. Vous avez une phase où vous allez vous stuffer, vous positionner autour du village, et une phase où les attaquants arrivent. Donc c'est vraiment très découpé. Il faut vraiment avoir un esprit stratégique, préparer votre défense, et après vous subissez et vous faites comme vous pouvez selon la stratégie que vous avez pensée juste avant. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir acquérir de l'expérience comme les roguelites. Soit nous avait expliqué ça la semaine dernière. Donc voilà, donc The Last Spell, il en est à 200 000 €, je vous ai dit, donc il est 10e du classement. Il y a des chances qu'il monte encore plus cette semaine. 9e position, et c'est enfin l'entrée dans le classement de Evolution Another World. C'est vrai qu'on s'était un peu étonné, parce que Evolution, c'est quand même une gamme qui a du succès, hein. Il y a eu pas mal de jeux. Le petit dernier, Another World, restait en dessous des 10 premiers de Kickstarter. Faut dire qu'il y avait beaucoup de concurrence. Donc le voilà enfin 9e position, avec 74 000 €, 1732 contributeurs, et il reste encore une petite dizaine de jours. Donc Evolution, c'est cette fameuse gamme de jeux dans lequel vous allez incarner des groupes d'animaux auxquels vous allez mettre des traits. Ça peut être n'importe quoi, hein. Vous pouvez leur mettre des ailes, la capacité d'empoisonner, la capacité de se camoufler, etc. Et donc vous allez créer vos animaux pour qu'ils puissent s'adapter à leur environnement, c'est-à-dire se nourrir et surtout se défendre contre les prédateurs. Donc c'est un peu ça le concept d'Evolution. Moi j'aime beaucoup. J'ai joué celui de base, hein. Voilà, j'ai pas fait les extensions ou les variations.
En tout cas, je trouve que c'est un jeu très réussi. Et dans Another World, on nous propose de faire la même chose, mais avec des animaux fantastiques. Ce qui était logique, hein. Ouais, c'est ce qu'il leur restait à faire, donc ils l'ont fait. Donc cette fois, vous n'allez pas jouer avec de la nourriture, hein, qui va nourrir vos animaux, mais avec de l'énergie qui va leur permettre de développer toutes ces nouvelles capacités. Donc Evolution Another World, 9e du classement. Et il reste 10 jours, donc il a un petit peu de marge encore pour monter. 8e place, alors ça c'est plutôt une surprise, c'est un petit jeu qu'on avait évoqué il y a 2 semaines dans les nouveautés. C'est Axolot, qui est un jeu de cartes, donc avec les fameuses petites bestioles Axolot, qui sont des trucs un peu tout choupinou, on dirait que ça sort d'un film d'animation de Miyazaki, dont les membres peuvent repousser s'ils sont coupés, hein, c'est des créatures assez bizarres. Donc ils en ont fait un jeu de cartes, et dans lequel vous allez couper justement les membres des axolots, puisqu'il y a pas mal de haches et d'armes blanches, et vous allez pouvoir remplacer ces membres par des trucs un peu rigolos, des pattes en squelette, des pattes cybernétiques. Voilà, c'est un petit jeu d'affrontement plutôt, voilà, plutôt sympathique, mais avec des designs cartoon, mais bon voilà, c'est un petit jeu quoi. Et ça marche. Il vient de passer le cap des 2000 contributeurs, 30 565 €, c'est un petit chiffre parce que voilà, encore une fois, c'est un petit jeu, il coûte pas très cher. Et il reste une semaine. Donc voilà, c'est amusant en ce moment parce qu'il y a autant on va dire, de gros jeux, ce qu'on appelle les jeux AAA, et des tout petits jeux comme ça qui créent la surprise. Donc ça fait une espèce de bouillon ludique, on va dire, dans Kick Parade depuis quelques temps, qui est ma foi plutôt intéressant parce qu'on avait, pendant un certain temps, les petits jeux avaient du mal à surnager par rapport aux blockbusters du hobby. Mais là, il y a une espèce d'équilibre qui s'est fait, qui est plutôt agréable. En parlant de petits jeux de cartes, on passe à la 7e position avec Raising Robots, 147 000 €, 2349 contributeurs. Ce sont les derniers jours pour ce jeu dans lequel vous allez construire vos propres robots maison. Alors, ce jeu, il a su convaincre. Je suis pas très étonné parce que déjà la mécanique a l'air plutôt sympathique, hein. Vous allez prendre des objets de récup et vous allez construire petit à petit des robots domestiques. Et les illustrations sont super rigolotes parce que vous avez des robots évidemment fabriqués de briques et de broc dans des designs complètement improbables. Donc ce jeu il est artistiquement très réussi, mécaniquement il a l'air sympa, il a pas l'air non plus, ça a pas l'air non plus d'être un énorme jeu expert. Donc voilà, il a trouvé son public et donc il est rentré dans le top 10 pour sa dernière semaine. 6e place, c'est Apex Legends The Board Game qui a gagné 3 places cette semaine. Il a gagné 3 places, mais on pouvait s'attendre à mieux, je pense. Il en est à 482 000 €, 2869 contributeurs. Il reste du jour, donc il a peut-être un petit peu de marge pour progresser. Là encore, hein, c'est tiré d'un jeu vidéo. On transforme ce jeu vidéo en jeu d'escarmouche. Très belle boîte, alors ça, il n'y a pas de problème. Vous avez du décor, donc des maisons, des murs en carton, mais ça a l'air de très bien fonctionner et de s'installer très rapidement, ce qui est souvent le problème de ce genre de jeu, parce que là on quitte un peu le jeu de société, hein. On arrive plutôt vers le jeu de figurines. Les jeux d'escarmouche, c'est toujours, enfin les jeux de figurines, ça prend toujours un peu plus de temps à l'installation parce que faut une table, des décors, voilà. Donc là ils ont pensé à ça, les baraques elles s'emboîtent en fait, et vous avez ça très rapidement, ça se déploie assez rapidement. Vous avez très très belles figurines, ils ont fait un très beau boulot là-dessus. Et vous allez vous affronter sur un petit dans des décors, c'est de l'escarmouche. Vous avez plein de personnages. Alors au début, les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de personnages pour la rejouabilité. Moi je trouve qu'ils ont ajouté au fur et à mesure beaucoup quand même d'options. Donc des personnages avec des pouvoirs totalement différents, qui sont souvent accompagnés, on va dire, de suppléments. C'est-à-dire que vous avez soit des petits drones, soit vous avez des boucliers énergétiques, soit vous avez pas mal d'effets. Vous en avez même un avec des oiseaux, des aigles je crois, non des corbeaux. Donc les personnages sont très asymétriques et ils sont symbolisés sur un petit diorama. Ça je trouve que c'est la bonne idée, on va dire esthétique du jeu, c'est que vous avez un petit diorama avec votre figurine. Donc un diorama c'est une figurine au milieu d'un petit décor et c'est là où vous pouvez poser vos compagnons ou vos effets accompagnateurs, et ça sert aussi de support de carte. Donc ce n'est pas que cosmétique, c'est aussi intégré, on va dire, dans la mécanique du jeu, et je trouve que c'est une excellente idée et c'est très beau. Je pense qu'une fois peint, vous avez ça autour de la table, ça va quand même être bien sympathique quoi.
Voilà, après le jeu marche bien, hein, et 482 000 €, c'est bien. Mais on aurait peut-être pu s'attendre à un plus gros. Alors moi, Swan avait dit que c'était un jeu un peu plus pointu, on va dire, hein, que c'était un peu le concurrent de Fortnite, mais concurrent bien derrière quand même. Donc peut-être que il n'a peut-être pas les capacités d'autres jeux vidéo qui ont un énorme public et qui aura été directement numéro 1 du Kick Parade. Enfin, en tout cas, il se débrouille pas si mal en fait, hein. 5e place, c'est Leviathan Wilds qui gagne 3 places encore cette semaine. Alors bah ce jeu, il marche bien, c'est les derniers jours, hein, 146 000 €, 3086 contributeurs. C'est un vrai succès pour ce jeu dans lequel vous allez grimper sur des créatures géantes afin de les soigner. C'est un jeu un peu en campagne, on va dire, puisque vous avez un livret avec sur chaque page un Léviathan que vous allez déployer qui va un peu s'aborder différemment, hein, les règles vont changer. Vous avez des personnages très asymétriques également. Il va falloir briser des gemmes qui rendent malades ces Léviathans et sauver le monde. Donc il y a du gros designer derrière, hein, malgré que ça soit pas un jeu, on va dire en termes de matériel pléthorique, mais ça je pense que c'est pensé exprès. C'est un jeu qui se déploie vite sur la table, qui est pas trop complexe, qui peut se jouer dans des temps, on va dire, mesurés. Et je pense que c'est totalement pensé pour ça. Et vous avez derrière des gens qui ont bossé sur Imperial Assault, Pandemic Legacy, Star Wars Rebellion, Marvel Infinity Gauntlet, Love Letter, World of Warcraft. Bon, il y a du gros derrière, dont certains sûrement qui bossaient à FFG, puisqu'il y a des titres de Fantasy Flight Game là-dedans. Donc voilà, il y a du poids lourd au niveau designer derrière ce jeu, malgré, on va dire, l'aspect un petit peu light. Hein, en termes de matériel de Leviathan Wild, il y a du costaud derrière, et ce qui explique très certainement le succès du jeu, qui avait été annulé. Hein. Ils avaient fait une campagne l'année dernière qui s'était terminée en jus de boudin, et là c'est pas le cas, ils ont vraiment réussi leur deuxième lancement. 4e place, c'est Aeon Trespass Odyssey Second Printing plus All New Content. Donc Aeon Trespass, c'est un jeu absolument monstrueux, un jeu narratif qui nous vient de Pologne, hein, c'est les spécialistes de ce genre d'énormes jeux narratifs avec plein d'options, plein de figurines, plein de matos. Ça cartonne. 2 392 000 €, 6 577 contributeurs, il reste 10 jours, il peut encore largement monter. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Alors c'est pas facile à décrypter cette campagne, parce que on nous a expliqué dans les commentaires que c'était pas, moi j'avais dit que c'était une nouvelle boîte qui sortait divisée en 4 saisons. C'est pas tout à fait ça, c'est compliqué, ça fait partie de ces jeux, ces gammes qui continuent là, ces gammes narratives, et c'est pas toujours lisible pour les nouveaux en fait qui arrivent dans le truc. Vous avez une nouvelle boîte, ça c'est sûr, qui s'appelle Odyssey. Vous avez des add-ons avec des mini-aventures. Vous avez plein d'add-ons niveau matériel, donc c'est un peu comme les campagnes Awaken Realms, hein, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter plein de trucs. Ça peut coûter très très cher au final. Je vois le Erinis Pledge, 450 €. Voilà, donc ça fait partie de ces gros jeux. Les figurines sont superbes. Vous avez des créatures totalement improbables. Moi j'adore ce genre de jeu, hein. Mais il faut pouvoir le sortir, quoi. C'est une question de temps et c'est aussi une question d'énergie. C'est vrai qu'on n'a pas toujours courage de sortir ce jeu, même si on en a envie. Ça c'est on va dire le gros frein de ce genre d'épopée ludique avec énormément de matériel. Mais en tout cas ça fait énormément envie. Et du coup, il s'est passé quelque chose cette semaine avec Aeon Trespass, et du coup ça nous permet d'enchaîner avec les nouveautés. Alors là c'est pas une nouveauté, mais ça permet de vous raconter une petite histoire qui s'est passée cette semaine. Vous en avez peut-être entendu parler de l'énorme scandale qu'il y a eu de la part d'une chaîne YouTube américaine qui s'appelle Quackalope. Donc Quackalope, ça fait partie de ces grosses chaînes de jeux de société américaines. Ils ont 44 000 abonnés. Donc pour notre hobby, on va dire que c'est une chaîne importante. Et c'est le genre de chaîne américaine qui ne fonctionne qu'avec, on va dire, des partenariats avec les éditeurs. En gros, ils sont payés par les éditeurs pour montrer des jeux. Ces vidéos seront sur les campagnes Kickstarter. D'ailleurs, vous pourrez remarquer que sur beaucoup de jeux de Kickstarter, et surtout les plus gros, vous avez une vidéo de Quackalope. Voilà, ce sont des vidéos sponsorisées. Et il y a eu
comme un pavé dans la mare cette semaine, puisque l'éditeur de Ion Trespass, à savoir Into the Unknown, a envoyé une missive publique qui a fait l'effet d'une bombe en accusant le tenancier de Quackalope de leur faire du chantage monétaire, donc rien que ça, de l'extorsion financière. Donc c'est pas une petite accusation. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais enfin c'est tordu, on va dire. Voilà, c'est plutôt le mot, c'est tordu. Donc Quackalope a reçu Ion Trespass pour l'essayer et faire des vidéos. Alors je n'ai jamais pu trouver l'information de savoir s'ils avaient été payés pour le faire. Donc je n'ai pas la preuve qu'ils ont été payés pour cette première vague. Vous allez comprendre pourquoi après, ça serait important de le savoir. Je ne sais pas s'ils ont reçu le proto à titre gracieux pour qu'ils l'essayent et pour qu'ils voient après pour bosser avec l'éditeur Into the Unknown, ou s'ils étaient payés dès le départ. J'ai cherché, j'ai pas trouvé cette information. C'est important, ça serait important de le savoir, parce que ce qui s'est passé, c'est que Quackalope a essayé le jeu, ils ont fait des vidéos, ce qui pour moi me fait penser qu'ils ont quand même été déjà payés dès le départ, sinon ils n'auraient pas fait de vidéo. Et ils se sont retrouvés avec d'abord une première vidéo qui est sorti juste un peu avant le lancement de la campagne de Ion Trespass, avec rien de surprenant, un truc dithyrambique, avec une miniature où c'est marqué la note est de 9,3 sur 10. Bon, en fait, c'était plutôt des notes, on va dire, générales sur d'autres influenceurs. Bon, bref, rien vraiment de surprenant, puisque ce sont des youtubeurs qui sont là un peu comme ils font de l'infomercial ou du public rédactionnel, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour dire du bien des produits. Sauf que il y a eu un gros dérapage, puisque quelques jours plus tard, cette même chaîne a posté une vidéo qui indiquait en gros que Ion Trespass était un jeu injouable et que c'était une catastrophe. Alors là, on se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très surprenant de la part d'une chaîne comme ça, qui la plupart du temps trouve le jeu formidable du moment qu'on lui fait un chèque. Et quelques jours plus tard, Into the Unknown a publié un mail disant que cette chaîne lui avait fait du chantage et qu'il ne rebosserait jamais plus avec lui. Donc il y a eu tout un enchaînement de mails qui ont été rendus publics, alors surtout sur Reddit, où on peut remonter toute la temporalité du conflit en fait, entre cette chaîne et l'éditeur Into the Unknown. Donc globalement ce qui s'est passé, c'est que la chaîne a reçu le jeu. Alors c'est là où je n'ai pas l'information s'ils étaient payés dès le départ pour faire les vidéos ou pas. Il y a de bonnes chances que si, parce que sinon ils n'auraient pas fait les vidéos. Que le tenancier de la chaîne, je ne sais plus comment il s'appelle, Jesse je crois, ou quelque chose comme ça, a envoyé plusieurs mails à Into the Unknown en précisant que le jeu était très difficile à aborder. Bah oui, c'est un gros jeu, ça c'est sûr, et qu'il aimerait avoir des précisions pour pouvoir faire les vidéos, etc. etc. Il n'a pas eu de réponse pendant 2 semaines, donc il s'est dit, tant pis, je vais publier les vidéos, puisque j'ai pas de réponse de l'éditeur. Donc il fait cette première vidéo où il encense le jeu, qui est une espèce de présentation générale, une info martiale. Et ensuite, il fait cette vidéo où il dit simplement, ce jeu est injouable. Donc il explique, il est avec un viewer d'ailleurs, qu'il avait invité pour essayer de comprendre le jeu. Et il dit, moi je n'arrive pas à jouer ce jeu. Ça fait 50 heures qu'on est dessus, il explique, et c'est injouable. D'ailleurs la vidéo a disparu, je crois, de sa chaîne. On peut la retrouver via un lien parce qu'il a fait une vidéo d'excuses, etc., où il y a le lien. Mais donc voilà, donc pavé dans la mare. L'éditeur qui le contacte en disant, mais c'est quoi ce bordel, t'es ouf, pourquoi t'as fait ça? Et l'autre qui leur répond, bah ouais, mais ça fait 2 semaines que moi j'essaye de vous joindre, que j'essaye d'avoir des pressions sur le jeu, et j'ai personne, et donc il fallait que je sorte les vidéos, et je suis désolé, voilà, j'arrive pas à jouer à votre jeu, je comprends rien. Par contre, et c'est là où il y a eu le feu aux poudres, par contre, je peux retourner ces vidéos et les suivantes, qui sont plutôt négatives, en des vidéos positives si vous me faites un petit chèque de 7500 $. Et c'est là où Into the Unknown a répondu et a mis la chose publiquement sur internet en disant, voilà, ce youtubeur nous casse notre jeu alors qu'on est en pleine campagne, c'est très préjudiciable pour nous, et il nous propose de retourner ses vidéos en faisant des critiques positives pour 7500 $. Et nous ne répondrons pas à cette tentative d'extorsion, c'est blackmail, je crois que c'est extorsion ou chantage, enfin c'est un terme assez fort, et nous ne retravaillerons plus jamais avec lui. Et là le youtubeur s'est pris une shitstorm
sur pas mal de sites, dont Reddit, hein. Vous connaissez Internet. Ses abonnés, il y a eu une grosse baisse d'abonnement. Il a eu une grosse baisse surtout sur Patreon parce que voilà, aussi il est soutenu par ses viewers. Et je pense qu'il va avoir un gros trou dans ses finances parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont plus vouloir bosser avec lui. Il y a un lien de confiance qui s'est rompu en fait. Ça a mis sur le tapis pas mal de problèmes en fait, et il y a beaucoup de problèmes qui se mélangent sur tout cet univers de youtubeurs qui sont payés pour faire des vidéos, et surtout dans l'univers de Kickstarter, de GameFound, enfin de tous les sites à financement participatif, et tout le monde y va de son avis. Il y a des choses assez violentes qui ont été dites, le mec s'en est pris plein la gueule. Alors moi je le défends pas parce que j'aime pas trop cette chaîne, ça fait partie de ces chaînes américaines qui sont un peu dégoulinante justement, qui pue l'infomercial. Je trouve pas le mec hyper sympathique. Enfin bref, voilà, ça c'est des jugements personnels, donc ça ne rentre pas en compte dans l'affaire. Ça a soulevé le tapis du faux problème de oui, il y a des gens qui sont payés pour faire des vidéos pour dire du bien des jeux. Bah oui, comme je le disais tout à l'heure, ça s'appelle de l'infomercial ou du public rédactionnel, ça existe dans tous les milieux. Moi ça me pose aucun problème, j'en ai fait dans ma vie, hein, parce que moi je suis journaliste depuis 25 ans, donc j'en ai fait. Ça pose aucun problème du moment que c'est clairement indiqué dès le départ. Là où ça pose problème, c'est quand c'est pas indiqué, que c'est flou, que voilà, ça c'est le problème de tous ces influenceurs de Dubaï là, hein, que vous connaissez, qui vous vendent des placements financiers ou des produits de beauté en vous disant que c'est génial, et qui vous disent pas une seule seconde qu'ils ont reçu des milliers et des milliers d'euros pour en parler. Là, il y a un vrai problème. Pour cette chaîne de jeux de société, hein, on revient à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, petit niveau financier que les placements financiers. En général, les youtubeurs de jeux de société disent au début de leur vidéo, cette vidéo a été faite en partenariat ou a été financée par l'éditeur. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, qui n'était pas forcément évident il y a encore quelques années, mais qui a été un peu institutionnalisé aussi par la pression de vous, hein, c'est-à-dire des clients et des fans qui trouvaient que c'était pas normal que voilà, qu'il y ait un mélange comme ça entre le commercial et on va dire l'information ou les avis. Donc voilà, donc là-dessus on peut pas trop l'accuser, on sait très bien que c'est une chaîne qui prend de l'argent pour faire des vidéos positives des jeux pour que les éditeurs les mettent sur leur page Kickstarter. Mais je sais pas à quel point c'est efficace. Le débat il est pas sur est-ce que c'est bien ou pas. Ça se fait du moment que c'est clair, moi ça me pose pas de problème. Après je vois pas trop l'intérêt. Alors c'est-à-dire qu'il y a deux choses pour moi différentes. C'est-à-dire qu'il y a on vous paye pour faire une présentation du jeu et on vous paye pour dire du bien. Dans le premier cas, moi je trouve que c'est plutôt pas déconnant et je vois pas pourquoi les youtubeurs de jeux de société seraient les seuls à pas pouvoir se faire payer pour leur travail. Faire une vidéo c'est du travail, hein. Nous on en a fait quelques-uns pour Kickstarter, on n'a jamais été payé. Je le dis direct, on a reçu le jeu gratuit ou on a dealé que on aurait le pledge gratuit plus tard contre la vidéo, mais c'est un boulot, hein. C'est une journée de tournage, c'est de la préparation, c'est une journée de montage, enfin voilà, c'est du vrai travail, et je comprends totalement que les youtubeurs qui font ça se fassent payer. Alors après, ça met aussi en valeur les chiffres, hein. 7500 $, alors pas pour une vidéo, hein, il y avait une série de vidéos, mais c'est quand même un beau chiffre, c'est un assez beau chiffre, et je suis même étonné que les éditeurs payent autant. Voilà, on dit que le jeu de société est un petit milieu, on va dire, hein. On n'est pas dans le cinéma ou le jeu vidéo, mais quand on commence à dépenser 7500 $ pour quelques vidéos pour un seul youtubeur, on comprend que pour certaines campagnes où il y a plusieurs influenceurs qui vous font plusieurs vidéos, ça devient un vrai budget en fait pour ces boîtes-là. Donc ça met un peu en valeur les chiffres, mais sur le fait d'être payé pour présenter un jeu, ça me pose pas de problème parce que si c'est fait dans des conditions professionnelles, je pense que les éditeurs ils préfèrent payer quelqu'un que ça soit clean, ils sont sûrs du résultat, et c'est normal, vous payez un prestataire quelque part. Ça me pose plus de problèmes quand c'est des avis, hein. Je fais la différence entre présenter un jeu, c'est ce qu'on a fait par exemple pour Return to Dark Tower, hein. On a passé un petit accord avec le Kid Dog Game qui n'était pas financier d'ailleurs, on a juste eu le jeu mais qui est un jeu cher, hein, donc on a accepté de le faire. Puis c'est une boîte qu'on aime bien, le Kid Dog Game, donc ça nous faisait plaisir de le faire. Mais il y a une différence entre faire une présentation d'un jeu ou un gameplay voilà, sous contrôle, on va dire entre guillemets, de l'éditeur,
et faire une review en disant que le jeu est absolument formidable et qu'il faut absolument l'avoir, sachant très bien que c'est payé. Dans le premier cas, on rend un service, c'est de la prestation de service, on vous fait une vidéo clean pour montrer aux futurs backers ou aux potentiels backers comment se joue le jeu, l'univers, la mécanique, et ça c'est un vrai boulot je trouve presque journalistique. Dans le deuxième cas, c'est plus tendancieux, hein, parce que si vous êtes payé par l'éditeur, vous allez forcément dire que le jeu est formidable. Donc voilà, c'est là où il y a le pavé dans la mare avec cette chaîne, c'est parce que il était payé et il a cassé le jeu, l'éditeur l'a mal pris, et en plus il redemande de l'argent pour dire non mais si vous voulez je vous refais des vidéos pour dire que le jeu est bien. Et là où c'est là où le mec il s'est perdu quoi, il s'est perdu. Et je pense que au-delà de payer, pas payer, c'est un peu malhonnête de redemander de l'argent, etc. Je pense que le mec, au-delà de ça, il s'est pris à son propre piège en fait. Je pense que ce genre de youtubeurs dans les jeux de société, ils passent leur temps à envoyer des mails. Je le sais bien parce que nous on le fait pas, c'est ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que nous on a une émission qui marche plutôt pas mal sur les jeux de financement participatif, donc on aurait pu aussi voilà, demander aux éditeurs, je vais vous faire une vidéo sur ma... Bon c'est un boulot à temps plein et ça nous saoule de le faire et voilà. Donc on le fait pas ou on le fait très modérément quand on est motivé par le jeu. Mais ils sont dans une espèce de spirale. Alors surtout quand il y a de l'argent en jeu, parce que nous il n'y a pas d'argent en jeu, hein, parce qu'on n'est pas une assez grosse chaîne, mais quand il y a quand même pas mal d'argent en jeu, hein, 7500 $, c'est quand même pas une petite somme, vous êtes dans une espèce de tourbillon où il en faut encore plus, encore plus, encore plus, parce que j'imagine aussi que ces gens se payent, et peut-être payent aussi des monteurs. Il y a toute une espèce de petite économie qui se joue autour de ces chaînes YouTube, et donc du coup ils sont dans il faut trouver du client à tout prix. Donc c'est ça, c'est le tourbillon en fait. Et ben on prend, sauf que là il a pris un jeu qui est très compliqué, et un Trespass qui est un jeu complexe, et je pense que pour pouvoir en faire des vidéos de gameplay, de présentation, ça demande un énorme travail, parce que c'est pas juste un jeu que tu fais comme ça, que tu déplies, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans ses mails, il dit on a passé 50 heures sur le jeu, on n'arrive pas à y jouer, c'est très compliqué, il faudrait que vous nous aidiez, il faudrait que vous nous redonniez de l'argent pour qu'on fasse des vidéos, et oui, mais le problème c'est qu'il fallait y réfléchir avant, c'est-à-dire que ces gens sont d'une espèce de poussée en avant de on va prendre n'importe quel jeu, on va parler de n'importe quel jeu sous prétexte que ça nous rapporte de la thune, parce qu'on est dans une espèce de mécanique en fait, de machine. Il n'y a plus le recul pour dire mais celui-là, faut peut-être, voilà, on va peut-être pas le prendre parce que on peut pas le faire dans une espèce d'agenda entre la semaine d'avant il faut que je présente 2 jeux, la semaine d'après il faut que je présente 2 jeux, et que j'ai globalement une fenêtre de 10 jours pour comprendre Aeon Trespass, l'expliquer devant les viewers. Bah oui, c'est très compliqué, il y a des jeux c'est très compliqué, et ça fait partie des jeux, je pense, c'est très compliqué de recevoir le proto, de se plonger dedans, et donc je pense que c'est ça le vrai problème en fait, c'est pas le problème de payer, pas payer. Bon, le mec a manqué de tact, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû sortir sa vidéo de dire que c'est injouable, parce que je pense qu'il était un peu frustré, un peu en colère, parce que l'éditeur lui répondait pas, etc. Donc peut-être qu'il a voulu être honnête, il a dit bah écoutez, moi le jeu je trouve, enfin, j'y comprends rien, donc je le dis. Donc il a peut-être payé son honnêteté finalement. Pour une fois qu'il a fait une vidéo honnête, il s'en est pris plein la gueule. En même temps, c'est pas très malin de sa part. C'est-à-dire que quand on a un client, on sort pas une vidéo pour dire que son jeu est injouable. Enfin, et surtout, on lui demande pas de la thune pour retourner de la vidéo derrière. Enfin, ça fait vraiment, ouais. Enfin voilà, c'est un mélange des genres là le mec, il a eu tout faux sur toute la ligne, quoi. Ça c'est clair. Et il le paye, hein. Il le paye, et puis il va continuer à le payer, bon voilà. Mais il a fait, voilà, c'est de sa faute, il a fait une grosse connerie. Ça prouve aussi cette espèce de machine un peu de... Il faut qu'on ait de plus en plus de jeux, de plus en plus d'éditeurs, parce qu'il faut faire tourner la machine, et bah ouais, mais les jeux de société, c'est pas comme présenter un sèche-cheveux, quoi. Il y a des jeux, c'est compliqué, faut faire ça bien, et pour le peu d'expérience que nous on a à avoir présenté des Kickstarter, oui, faut pas faire d'erreur de règle, il y a des jeux qui sont un peu prises de tête, hein, vous le savez bien, hein, ou qui nous écoutez, c'est que vous aimez aussi les gros jeux un peu compliqués, experts, et que c'est pas évident quand tu reçois un jeu d'avoir 2 jours de préparation, de tourner le lendemain sans faire d'erreur de règle, comme si tu savais le jeu par cœur, et que tu peux pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est peut-être pas des produits comme les autres aussi, c'est des produits culturels, et c'est comme un bouquin, tu peux pas chroniquer 5 bouquins par semaine parce qu'il faut les lire, tout simplement. Voilà, et tu peux pas faire des critiques de 15 films par semaine parce qu'il faut les voir, et faut les appréhender. Et le jeu c'est pareil, tu peux pas faire ça comme n'importe quel produit, et je pense que c'est ça en fait la moralité de l'histoire, c'est que à force de cupidité finalement, et de pas forcément
seulement de la cupidité d'argent, mais aussi de la cupidité un peu de gloriole, d'abonnés. Enfin, c'est toute une espèce de machine un petit peu, hein, YouTube. Nous aussi, on aimerait beaucoup faire des présentations de Kickstarter payés. Il n'y a pas de problème, hein, mais bon, on n'est pas assez gros. Mais c'est sûr que quand tu as un éditeur qui te propose 5000 euros pour faire 4 ou 5 vidéos, bah ouais, c'est cool, hein. C'est cool, c'est voilà, tout travail mérite salaire. Mais après, moi, je ferai pas de review, par exemple, même si on m'offrait de l'argent, de review ultra positive en mode infomercial. Il n'y a aucun problème pour présenter un jeu, présenter le gameplay, présenter l'univers, faire ça propre et être payé pour. Je trouve ça normal, c'est un travail. Mais par contre, recevoir de l'argent pour dire que le jeu est formidable, là, c'est la ligne rouge en fait. Moi, je préfère pas aller là-dedans. Parce que justement, après, tu te fais piéger, tu n'es plus crédible finalement. Tu passes pour commercial, ce qui est cette chaîne. Seulement quand tu es un commercial, quand tu as une approche commerciale des choses, bah, tu t'amuses pas à casser le jeu que tu as reçu et en plus redemander de l'argent pour refaire des vidéos positives. Voilà, le mec il s'est brûlé les ailes en fait. Voilà, donc c'est ce que je pensais de ce drama qui a secoué notre petit monde ludique cette semaine entre la chaîne Quackalop et Into the Unknown, l'éditeur de Aeon Trespass. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Je pense qu'il y a matière à débat, en toute sympathie et en maturité, mais ça je vous fais confiance parce que les spectateurs de Kick Parade ont toujours été comme ça. Mais en tout cas c'est intéressant ça. On pourrait même faire un débat, carrément faire un débat à part pour une émission spéciale avec peut-être des invités, j'en sais rien si on aura le temps. Je dis c'est une idée que je lance en l'air, il y a peut-être d'ailleurs d'autres youtubeurs qui l'ont eu et qui vont le faire, et tant mieux. Mais c'est un débat assez intéressant finalement, voilà. Et qui dépasse le jeu, évidemment. Nous, c'est une petite portion du gâteau de tous ces influenceurs et de toute cette infomerciale. Voilà, on va revenir aux nouveautés. Alors, en nouveauté, alors plus vite fait parce qu'on a pris beaucoup de temps avec cette histoire-là. Il y a un jeu sur Kickstarter qui fait pas beaucoup de contributeurs pour l'instant, qui s'appelle Go Ahead Punk, qui a 149 contributeurs, donc il démarre, mais c'est un premier projet, c'est des anglais, et ça m'a fait marrer parce que Go Ahead Punk, c'est une ligne, enfin un dialogue culte de Clint Eastwood dans Dirty Harry. Go Ahead Punk, juste avant qu'il flingue comme un gros bâtard un mec qui venait de braquer une banque. Donc moi j'adore le cinéma américain des années 70, donc ça me fait tout de suite effet. Donc c'est un jeu vintage qui se passe à San Francisco dans les années 70, donc vous avez tout le décorum, toute on va dire la direction artistique qui est pensée années 70, je trouve ça très très cool, et dans lequel c'est un contre tous. Donc vous avez un joueur qui va faire un espèce de sniper fou qui va semer la panique dans San Francisco, et en face vous avez des joueurs qui jouent une bande de flics à la gueule patibulaire qui vont tenter de le coincer. Donc vous avez une espèce d'ersatz de Clint Eastwood, vous avez une meuf en tailleur avec le flingue pointé, vous avez un black vraiment typé années 70 avec le petit cuir marron et la coupe de cheveux qui va avec son fusil à pompe. J'adore toute cette iconographie années 70, je trouve ça super cool. Donc après, il faut voir le jeu en détail, il faut voir s'il vaut le coup, mais ça a l'air fun, ce Go Ahead Punk, et puis bon voilà, fallait oser le titre. Donc je trouve que ça valait le coup d'en parler, et c'est actuellement sur Kickstarter, il est là pour un mois, donc voilà, il aura peut-être le temps de faire... ça arrive des fois, les petits jeux qui démarrent un peu lentement, mais du coup, après, il y a du bouche à oreille, j'en sais rien. On le reverra peut-être. On va rester sur Kickstarter avec un jeu un peu plus classique, enfin dans sa thématique, qui s'appelle Ruse. Donc dans Ruse, vous allez incarner un renard, et vous allez vivre les aventures de ce renard. Donc c'est un jeu de placement, vous allez évoluer soit le jour, soit la nuit, ça dépendra un petit peu je crois, du token que vous piochez en début de tour. Donc les actions ne seront pas les mêmes, les capacités ne seront pas les mêmes selon le jour et la nuit. Et votre but, c'est d'aller explorer les environs, de chasser, de protéger votre territoire et surtout de construire votre tanière. Vous avez un mini-jeu dans le jeu sur votre plateau personnel, vous allez construire votre tanière petit à petit. Ça, c'est très à la mode depuis quelques temps d'avoir des jeux dans le jeu. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs, j'aime beaucoup ce genre de mécanique dans lequel vous avez sur votre plateau personnel une espèce de petit puzzle ou de collection à gérer en plus du plateau principal. Je trouve que ça décuple vraiment les possibilités stratégiques, et ça c'est la bonne idée des jeux de plateau depuis quelques temps. Et vous allez surtout devoir
protéger vos petits. Il faut les protéger, mais aussi les stimuler pour les faire évoluer, à les élever, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est de la gestion de renard ruse. Je trouve que c'est plutôt rigolo et le jeu est plutôt joli. Donc c'est du placement tactique. Bon, voilà, c'est du jeu dans lequel vous allez penser 2-3 tours à l'avance. Il va falloir réfléchir, hein, donc faut aimer ce style de jeu, mais dans le style ça a l'air cool. À savoir que ils ont signé avec Lucky Duck Game pour une version française. Alors j'ai demandé à Lucky comment cette version française allait arriver, ils ne savent pas encore. Il m'a dit je suis désolé, on ne sait pas encore, et je dis bah il n'y a pas de désolé, c'est déjà une information de pas savoir, au moins je peux le dire. Donc on ne sait pas s'ils vont pendant la campagne annoncer qu'il va y avoir une VF, ou s'ils vont faire une campagne comme ça arrive comme Lucky Duck Game fait plus tard pour une version française sur une page à part sur une autre plateforme, ou si ça va être distribué dans les boutiques en français et qu'on passera pas par le financement participatif. Je n'ai pas l'information et apparemment ils n'ont pas l'information eux-mêmes non plus. Donc c'est à surveiller. Si les choses changent, je vous le dirai. En tout cas, il y aura une version française, ça c'est sûr, puisque Lucky Duck Game s'est penché sur le jeu. C'est un premier projet hein, d'ailleurs. On enchaîne avec Ulule. Alors on va faire un peu de jeu de rôle, hein. De temps en temps on fait de jeu de rôle parce qu'on aime ça, même si on a évacué ça du top 10 parce qu'il y en avait trop. Mais là c'est un jeu de rôle français qui est sur Ulule qui s'appelle Draconis, qui est édité par, enfin qui sera édité par Agathe, donc qui est un très bon éditeur. Moi j'avais déjà pledgé des livres de Dragon qui est un peu leur jeu de rôle phare, et les bouquins sont magnifiques. Il n'y a pas eu trop de retard sur la livraison. C'est une boîte sérieuse. Et Draconis c'est un jeu de rôle assez atypique, puisque c'est un jeu de rôle qui va un peu éviter les conflits. C'est vrai que dans les jeux de rôle, souvent le point culminant des aventures c'est la baston. Et ben là on va essayer justement d'éviter la baston et plutôt de faire quelque chose de bienveillant. Donc à voir comment ça se traduit sur la table. C'est vrai qu'on a tendance à se dire bah ouais ça va être un petit peu plat quoi, ça va être mais bon, il y a plein d'autres choses à faire, hein. Il y a de l'aventure, il y a des énigmes, enfin il y a plein de choses à faire autres que des combats dans les jeux de rôle. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de combat, hein. Il y en a, voilà, si vous voulez vraiment vous battre, apparemment vous pouvez vous battre, mais c'est pas la philosophie de cet univers dans lequel vous allez, alors là c'est ça qui est cool, c'est que vous pouvez adopter des dragons, vous pouvez avoir des dragons en compagnon. Le décorum est absolument magnifique, la direction artistique est super belle, je trouve que c'est vraiment très chouette quoi. Donc, et ça cartonne, hein. Et ça cartonne, ils en sont à 1858 contributeurs, donc pour un jeu de rôle 100% français, bah c'est bien cool quoi. C'est un très gros succès, ils sont déjà à 8000% de financés. Bon, ils avaient un objectif de 3000 euros. 3000 euros pour produire un jeu de rôle, je pense que le chiffre est un petit peu sous-évalué, hein. Mais en tout cas c'est un très beau succès et le jeu a l'air magnifique. Donc vous avez des options comme d'habitude chez Agathe, hein. Vous pouvez juste prendre le bouquin ou avoir vraiment toute la panoplie, l'écran de jeu, les dés spéciaux, des aventures, des cartes, bref, vous pouvez vraiment avoir toute la gamme d'un coup. Et en tout cas ça a l'air chouette et j'espère un jour pouvoir essayer ce jeu de rôle parce qu'il m'intrigue, On va partir, dernière nouveauté de la semaine, et vous l'avez peut-être pas, vous l'avez peut-être loupé, parce qu'elle est arrivée que hier soir. Là j'enregistre, on est vendredi matin. C'est arrivé jeudi dans la soirée, et c'est même pas sur les sites de financement participatif, parce que c'est une précommande directement sur le site de l'éditeur Cool Mini or Not, hein, l'éditeur de Marvel United, de Zombicide, donc c'est un des plus gros acteurs, on va dire, de l'industrie du jeu, et qui a lancé sa page de précommande pour le jeu Metal Gear Solid. Et bah voilà, encore un jeu vidéo adapté en jeu de plateau, Metal Gear Solid. Alors même moi qui suis plus dans la place, hein, j'ai quand même joué à Metal Gear Solid, les premiers, donc c'est du jeu d'infiltration, hein, pur et dur. Le premier, il date de 1998, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il a été lancé sur la toute première PlayStation, donc ça date. Et justement, c'est l'adaptation du tout premier Metal Gear Solid. C'est pour ça qu'il y a des images de jeux vidéo dans la petite bande-annonce là que vous voyez en ce moment, qui sont vintage, qui font partie du premier. C'est un vieux projet, hein, puisque c'est un projet qui traîne dans les couloirs depuis 2017, il me semble. C'est un mec qui s'appelle Emerson Matsushi qui voulait adapter Metal Gear Solid en jeu de plateau, et il n'a jamais pu le faire. C'est un peu une arlésienne du jeu de plateau, hein.
hein, Metal Gear Solid. Ils ont essayé avec plusieurs studios, ça s'est cassé la gueule à chaque fois. Et donc voilà, donc Cool Mini or Not finalement sort Metal Gear Solid après 5 ans d'errance voilà, pour ce projet. Là on s'étonne finalement que Cool Mini or Not ne passe pas par Kickstarter, parce que c'est un peu les papes de Kickstarter, Cool Mini or Not. Hein. Kickstarter et Cool Mini or Not, c'est quand même deux vieux frères. Hein. Donc pourquoi ils ne passent pas par Kickstarter ou une autre plateforme, je n'en sais rien. Est-ce que c'est une histoire d'accord avec les auteurs du jeu ou avec l'éditeur du jeu vidéo? Je n'en sais rien. Ce serait une info à savoir pourquoi ils passent par une précommande sur leur site plutôt que par un site de financement participatif, surtout que les prestations sont les mêmes. Hein. Bon, en tout cas, c'est de l'infiltration, donc le pitch, c'est une organisation secrète a volé des armes nucléaires, il va falloir infiltrer la base pour les en empêcher. Bon, c'est du pitch que même les séries B de cinéma n'osent plus faire, tellement c'est usé jusqu'à la corde, mais enfin bon, on s'en fout, c'est un prétexte, pour poser de belles figurines sur le plateau. Je vois, il y a un méca qui est super beau d'ailleurs. Donc il va falloir eh bien, se glisser en dehors des visions des caméras, éliminer les gardes quand il faut, sinon on fait sonner l'alarme et c'est le bordel. Et enfin, il va falloir affronter un boss. Voilà, donc c'est du pur jeu vidéo. Et c'est sur la page de Cool Mini or Not, donc pas de VF évidemment pour l'instant. TVA à donf, enfin du Cool Mini or Not, hein, ils font jamais aucun effort pour les autres. Et en parlant de Cool Mini or Not, eh bien figurez-vous que cette fois sur Kickstarter, ils lancent une campagne de Zombicide seconde édition pour le marché japonais. Donc actuellement sur Kickstarter, vous avez la version de Zombicide seconde édition en japonais, donc qui est uniquement backable ou contribuable que pour les japonais. Donc les japonais, eux, ont le droit à des campagne Kickstarter spéciale pour Zombicide, ils ont bien de la chance. Et du coup, comme le jeu a un petit peu de temps maintenant, et ils ont le droit aux bonus qui sont sortis ou qui vont sortir, en plus de tout le reste qu'il y avait sur la campagne traditionnelle de Zombicide seconde édition. Donc il y a notamment les add-ons qu'ils avaient fait en cours de route sur Ghostbusters. Alors moi je suis un grand fan de Ghostbusters, évidemment, je suis un enfant des années 80, donc ils avaient sorti des figurines, des fameux 4 Ghostbusters, plus des créatures qui étaient jouables dans Zombicide, avec une abomination qui était le bonhomme chamallow, bien entendu. Et vous avez aussi un add-on qui se passe à Rio, qui s'appelle Rio The Janeiro, évidemment, comme ils avaient sorti Washington ZC, et qui sort à la rentrée. Alors en français, je ne sais pas, je sais plus si c'est en VO à la rentrée ou en VF à la rentrée, enfin en tout cas il sort vers automne-hiver 2024, et donc là ils peuvent déjà l'avoir, 2023 pardon, et déjà ils peuvent l'avoir, la précommander sur la campagne, donc on va dire que c'est une campagne upgradée de Zombicide seconde édition pour les japonais. Allez, on va revenir après cette longue parenthèse de nouveautés aux 3 premiers du classement. Alors en 3e position, c'est Dead Cells, The Roguelite Board Game. Voilà, je vous avais dit tout à l'heure avec The Last Spell qu'il y avait un autre roguelite dans le top 10, c'est Dead Cells, de l'éditeur canadien Scorpion Masqué. Ils en sont à 646 000 €, 7 725 contributeurs. C'est la dernière semaine, donc ils ont cartonné, hein, c'est la première fois qu'ils lancent un jeu sur Kickstarter. Ils font beaucoup d'éditions en boutique, c'est un éditeur sérieux, et donc pour leur coup d'essai, c'est vraiment un coup de maître. Donc pour l'adaptation de ce jeu vidéo encore, hein, oui. Voilà, il y a vraiment beaucoup de jeux vidéo en ce moment, avec une VF dans lequel vous allez explorer et détruire des ennemis. C'est le principe du roguelite. Swan avait merveilleusement expliqué ça la semaine dernière. Donc ça plaît, c'est une mécanique qui apparemment plaît beaucoup, puisqu'il est 3e du classement cette semaine. Et c'est la dernière semaine. Dernière semaine également pour un autre mastodonte de Kick Parade cette semaine, c'est Monster Hunter World Iceborne, donc qui est la suite de Monster Hunter. Encore une adaptation de jeu vidéo, cette fois c'était un jeu vidéo de Capcom. 1 362 530 €, 8 677 contributeurs. Énorme succès. Donc le premier avait déjà cartonné, donc c'est pas vraiment étonnant, enfin pas vraiment étonnant. Disons que ça conforte le fait que le jeu est bien, parce que les backers du premier reviennent pour celui-là. Donc là ça fait partie des jeux dans lesquels vous avez beaucoup de dépenses auxiliaires, on va dire. Hein. Vous avez une boîte de base, mais vous pouvez vous pouvez craquer votre slip sur des boîtes supplémentaires. Alors il les dévoile petit à petit. Et vous avez aussi des petits compagnons, j'ai vu ça dans les stretch goals. Alors je sais pas si c'est des compagnons de héros
héros, je pense que c'est des compagnons. Vous avez un Wall of Worms Spooky qui est très rigolo, une espèce de je sais pas, de cochon des neiges, hein, parce que ça se passe dans la glace évidemment. Donc avec une énorme fourrure, une espèce de croisement entre un lama et un cochon, avec une goutte au nez, une goutte de morve au nez. Je trouve que c'est très rigolo. Vous avez d'autres petits compagnons. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est que je trouve que les designs de ces petits compagnons là qui mettent dans les stretch goals sont vraiment différents du reste du jeu, qui est un peu premier degré, un peu guerrier, façon japonais, un petit peu outrancier. Et là, on est un peu plus dans le kawaii. Donc, je sais pas du tout si ces petits compagnons là, ils faisaient partie du jeu vidéo ou si c'est vraiment des pures inventions de l'éditeur pour les stretch goals du jeu de plateau. Ça, je ne sais pas. Bon, vous allez peut-être pouvoir me le dire. Mais en tout cas, c'est rigolo. Ça apporte une petite touche d'humour de second degré dans ce jeu qui est très très premier degré, hein, dans lequel vous allez chasser des monstres et crafter de l'équipement grâce aux trophées que vous trouvez sur les monstres. Et donc voilà, donc c'est gros carton pour la dernière semaine de Monster Hunter. Et enfin, premier de ce Kick Parade, et il n'a pas changé, et c'est un véritable triomphe, c'est Botany, donc le jeu de collection de plantes et de fleurs. C'est un premier jeu, donc c'est vraiment un coup d'essai et un coup de maître. 650 000 €, 10 133 contributeurs. Ils ont passé la barre des 10 000 contributeurs, ce qui est assez rare, hein, assez rare sur Kickstarter. Donc ça va faire partie des 10 jeux les plus backés de l'année, certainement. Ouais, il y a des chances. D'ailleurs, ça serait peut-être une bonne idée, ça, en fin d'année, de vous faire un top 10 des jeux les plus backés de l'année. Il faut y réfléchir, pourquoi pas. Donc c'est sa dernière semaine, et donc voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc on avait déjà dit la semaine dernière qu'ils semblaient être un peu dépassés, hein, par le succès de leur jeu, parce que la campagne ne vit pas, là, il y a 4 actus. C'est dommage de ne pas avoir fait vivre cette campagne, avoir fait vivre ce jeu. Bon, ça n'a pas été néfaste, hein, pour leur résultat de contribution, pour le succès du jeu, hein, parce que c'est un énorme succès. Mais ouais, voilà, c'est un peu dommage de ne pas avoir justement profité de cet élan, de cette hype pour développer un petit peu de contenu sur cette campagne, des vidéos, des Q&A, peut-être pourquoi pas des petits concours, des trucs comme ça, comme font beaucoup de jeux finalement. Et donc voilà, donc j'ai l'impression qu'ils se sont fait un petit peu bouffer par leur propre succès. Bon, après c'est peut-être une erreur de débutant, hein, c'est leur premier jeu. Peut-être que pour leur prochain, ils vont apprendre petit à petit à faire vivre mieux leur campagne. Et c'est la dernière semaine, donc il va y avoir pas mal de changements la semaine prochaine. Et j'en profite pour vous dire au revoir, puisque c'est la fin de ce Kick Parade. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas cette semaine. N'hésitez pas à réagir sur la fameuse affaire entre la chaîne YouTube Quacklop et l'éditeur Into the Unknown. Et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, avec Swan. Ciao.